À Alfred Le Poitevin, Croissé, mardi soir, 16 septembre 1845. Débarrassons-nous d'abord d'une commission. Comme elle touche aux mœurs, il est convenable de ne pas l'oublier. Aux mœurs de qui? Devine. Du père Barre, professeur de langue britannique. Tu ne soupçonnais pas peut-être qu'il fût accusé de la plus noire immoralité. Cela est, pourtant. Voici le fait. Monsieur Barre a épousé une Anglaise en 1823. L'inconduite de cette créature étant poussée à un si joli degré qu'elle en perdit le nez par suite d'un cancer syphilitique. Il jugea à propos de se séparer d'elle. Séparation qui eut lieu à l'amiable, sans rien de plus. Il se remaria à la femme qu'il a maintenant, sans avoir bien fait casser son premier mariage, auquel il y avait 2 nullités. La première est revenue à Rouen faire du tapage, on l'a dénoncée. Je ne sais si les jésuites s'en sont mêlés, mais on lui a envoyé clair et net sa destitution du collège. Il va s'occuper de faire rompre son premier mariage et consolider le second. C'est une histoire que je n'ai pas parfaitement comprise. Il faudrait pour cela connaître la législation anglaise et la française et ce qu'il y a de vrai dans tout cela. Enfin, ce que ce brave homme désire, c'est que Madame Le Poitevin lui donne un certificat attestant qu'il a donné des leçons à ses 2 filles, et qu'elle en a été toujours contente, qu'il s'est bien conduit chez elle et n'a pas fait le mocus. Il en demande à toutes les familles honorables auxquelles il a donné des leçons, afin de pouvoir en faire des pièces justificatives contre la calomnie. Quand vous serez revenu, il vous expliquera tout ce tripotage-là lui-même, mais je lui ai promis de demander pour lui le certificat à ta mère, et de le lui envoyer aussitôt que tu me l'aurais transmis. Je l'attends dans ta réponse. J'ai grande envie de voir ton histoire de la botte merveilleuse, et ton cœur de bacchante, et le reste. Travaille, travaille, écris, écris tant que tu pourras, tant que la muse t'emportera. C'est là le meilleur coursier, le meilleur carrosse pour se voiturer dans la vie. La lassitude de l'existence ne nous pèse pas aux épaules quand nous composons. Il est vrai que les moments de fatigue et de délaissement qui suivent n'en sont que plus terribles. Mais tant pis, mieux vaut 2 verres de vinaigre et un verre de vin qu'un verre d'eau rougie. Pour moi, je ne sens plus ni les emportements chaleureux de la jeunesse, ni ces grandes amertumes d'autrefois. Ils se sont mêlés ensemble, et cela fait une teinte universelle où tout se trouve broyé et confondu. J'observe que je ne ris plus guère et que je ne suis plus triste. Je suis mûr. Tu parles de ma sérénité, cher vieux, et tu me l'envies. Il est vrai qu'elle peut étonner. Malade, irrité, en proie 1000 fois par jour à des moments d'une angoisse atroce, sans femme, sans vin, sans aucun des grelots d'ici-bas, je continue mon œuvre lente comme le bon ouvrier qui, les bras retroussés et les cheveux en sueur, tape sur son enclume sans s'inquiéter s'il pleut ou s'il vente, s'il grêle ou s'il tonne. Je n'étais pas comme cela autrefois. Ce changement s'est fait naturellement. Ma volonté aussi y a été pour quelque chose. Elle me mènera plus loin, j'espère. Tout ce que je crains, c'est qu'elle ne faillisse, car il y a des jours où je suis d'une mollesse qui me fait peur. Enfin, je crois avoir compris une chose, une grande chose, c'est que le bonheur pour les gens de notre race est dans l'idée, et pas ailleurs. Cherche quelle est bien ta nature, et sois en harmonie avec elle. Sibi constet, dit Horace. Tout est là. Je te jure que je ne pense ni à la gloire et pas beaucoup à l'art. Je cherche à passer le temps de la manière la moins ennuyeuse, et je l'ai trouvé. Fais comme moi. Romps avec l'extérieur. Vis comme un ours blanc. Envoie faire foutre tout et toi-même avec, si ce n'est ton intelligence. Il y a maintenant un si grand intervalle entre moi et le reste du monde que je m'étonne parfois d'entendre dire les choses les plus naturelles et les plus simples. Le mot le plus banal me tient parfois en singulière admiration. Il y a des gestes, des sons de voix dont je ne reviens pas, et des niaiseries qui me donnent presque le vertige. As-tu quelquefois écouté attentivement des gens qui parlaient une langue étrangère que tu n'entendais pas? J'en suis là. À force de vouloir tout comprendre, tout me fait rêver. Il me semble pourtant que cet ébahissement-là n'est pas de la bêtise. Le bourgeois, par exemple, est pour moi quelque chose d'infini. Tu ne peux pas t'imaginer ce que l'affreux désastre de Monville m'a donné. Pour qu'une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps.
Je fais du grec tous les jours pendant 3 à 4 heures. À la fin de cette année, dans 3 mois, j'espère entendre facilement Hérodote. Je lis le livre de l'Égypte, que c'était grand. Et comme le musée de Versailles est une belle idée, dans l'après-midi je fais du Shakespeare et ensuite je lis Quinte Curse, presque comme du français. J'ai vu le dénombrement de l'armée de Darius. Je te le montrerai et nous causerons aussi un peu de la garde nationale. Quand on a dîné, quand j'ai fumé ma pipe, à 8 heures je reviens à ma table, et là jusqu'à minuit je travaille le théâtre de Monsieur de Voltaire, ou bien je repasse un peu mon histoire. Voilà. Chaque jour ressemble à l'autre. Il n'y en a pas un qui puisse se détacher dans mon souvenir. N'est-ce pas sage? Je vais m'occuper de régler un peu mon compte oriental, mais c'est rude. Je n'ai pas continué ce bon philosophe chinois. Ça m'ennuyait. Je le reprendrai dans quelque temps. On n'y trouve pas souvent de ces belles choses comme les ailes de l'oiseau. T'y exerces-tu? J'ai lu le cours de littérature dramatique du grand homme qui s'appelle Saint-Marc Girardin. C'est bon à connaître pour savoir jusqu'où peuvent aller la bêtise et l'impudence. Voilà encore un de ceux auxquels j'aurais fait arracher la peau et couler du plomb dans le ventre pour leur apprendre la rhétorique. Tout le monde ici va assez bien. Adieu, réponds-moi vite.